Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre Georges, il est recruteur chez Profile Group, une entreprise bruxelloise aussi basée à Liège. On va parler avec lui d'emploi, de chômage et autres. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à rester connectés avec nous sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pour rester au courant de toutes les vidéos qu'on sort. On est tous les vendredis en train de prendre l'apéro avec une personnalité. Aujourd'hui, donc, c'est Alexandre et on y va tout de suite. Et voilà Alexandre, ça va bien? Bah ça va super, et toi Pierre? Ouais, n'hésite pas à apprendre, parce qu'ils sont là pour ça, ça va? Alexandre, t'es recruteur. Je pense que les gens se demandent ce que c'est un recruteur, ça consiste en quoi ton taf? Alors le métier de recruteur, ça consiste à identifier des profils pour soit les placer d'une entreprise A à une entreprise B, soit si ce sont des candidats et des candidates qui sont en recherche d'un emploi, alors leur trouver le job qui leur plaît, qui leur correspond. Depuis que tu bosses dans ce milieu-là, tu as trouvé un emploi à combien de personnes? Beaucoup. J'ai dû en tout cas avoir énormément de candidats en entretien. Je pense qu'à l'époque, en intérim, j'ai dû voir à mon bureau environ 12-13 000 personnes. Et oui, beaucoup de ces candidats ont trouvé un emploi. Alors en intérim, c'était temporaire. Ici, chez Profile Group, depuis 3 ans, ce sont des emplois fixes. Ça a toujours ce petit côté satisfaisant, en tout cas c'est plaisant de pouvoir trouver l'emploi qui correspond au candidat, où il se dit tiens, ça c'est vraiment un super challenge, c'est un beau métier, je me retrouve dans l'entreprise. Donc c'est vraiment la finalité positive de ce métier de recruteur qui est un super métier, plein de rencontres, de découvertes, d'environnement professionnel aussi. On ne se rend pas compte quand on sort des études de toute la diversité des emplois que peut offrir en tout cas le monde du travail. Donc c'est vraiment un super métier. Métier passion, métier Tu m'en parles bonheur. souvent d'ailleurs du fait que c'est un métier passion. Cette passion, elle vient d'où? C'est trouver un job à quelqu'un, c'est ce côté aider les autres. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce taf-là? Alors je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir des échanges au quotidien avec beaucoup de personnes différentes. J'aime les métiers où ça bouge. Ça n'engage que moi, mais j'aime bien avoir beaucoup d'interactions. J'aime bien quand il n'y a pas de temps mort, que ça bouge à 100 à l'heure. Là, c'est le métier du recrutement. Il y a pas de temps mort. Je dirais qu'on doit toujours être sur la balle. On rencontre aussi toute une série de personnes avec des parcours de vie différents, des visions différentes. Je dirais que c'est ça qui me plaît surtout, d'avoir cet échange avec les candidats d'un côté, et aussi d'un autre côté avec les partenaires, les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment très, très enrichissant et plaisant au quotidien. Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, je recrute depuis maintenant 13 ans, 10 ans dans l'intérim sur des profils variés, plutôt temporairement en des missions pour des étudiants ou pour du personnel fixe. Ça peut être d'un jour, d'une semaine, d'un mois. Jusque chez Profile Group, où c'est plus du recrutement fixe, donc une personne qui est en poste et qui recherche alors une autre fonction. Donc, je dirais que l'un dans l'autre, ça doit faire plus ou moins 13 ans que je recrute. En 13 ans de recrutement, est-ce que tu as senti une baisse de qualité des CV qui se présentaient à toi? Alors, non, je ne dirais pas qu'il y a une baisse de qualité du CV. Je dirais que ce qui fait partie du métier de recruteur, c'est justement cette capacité à savoir lire un CV, en tout cas l'analyser, et au-delà de ça, creuser plus loin, puisque effectivement, le CV en soi, il ne sert à rien. Le CV, c'est vraiment c'est le book de la personne qui cherche un emploi, mais les personnes ne cherchent pas forcément un emploi, et apprendre à faire un CV, si on est heureux dans sa fonction, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui ne font pas forcément un bon CV ou un CV qui est attractif d'un œil RH, mais qui sont des super personnes et qui n'ont juste pas les bonnes clés et les bonnes armes pour trouver un boulot. Donc le recruteur, il doit pouvoir affiner justement cette capacité à identifier les bons profils qui se cachent derrière les CV. Un RH doit faire un bon CV. Si un RH fait un mauvais CV, je serais un peu moins indulgent. Mais je dirais pour toutes les autres fonctions, c'est pas la qualité du CV qui compte, c'est plutôt la personne qui est derrière. Et comment est-ce qu'on décèle justement un bon profil? Alors, je dirais par rapport aux critères clés des entreprises, il y a certains critères sur lesquels on ne peut pas déroger. Si c'est un profil, je sais pas moi, un ingénieur qui doit faire des ponts, qui doit construire des chaudières ou travailler dans un environnement industriel, il y a des compétences clés qui sont indispensables.
Au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on affine en entretien. J'ai dû voir, je disais, environ 10-15 000 personnes, à mon avis, à mon bureau. Et je dirais qu'au fur et à mesure des entretiens, on apprend à déceler, à reconnaître les meilleurs candidats. Le meilleur truc, c'est, je dirais, quelqu'un qui sait parler et vulgariser sa fonction pour que quelqu'un qui ne la connaisse pas la comprenne. C'est déjà une bonne partie du travail qui est fait. Ça veut dire qu'il maîtrise son métier, il sait de quoi il parle. Si vous demandez à un électricien industriel ou, je sais pas moi, un ingénieur ou un chargé de projet d'expliquer son métier et que vous voyez qu'il ne sait pas trop le faire, c'est que bon, peut-être qu'il ne le maîtrise pas suffisamment bien pour nos attentes ou celles de nos partenaires. Alors justement, peut-être qu'il ne maîtrise pas son sujet ou peut-être tout simplement qu'il se vend mal. On dit souvent que devant un recruteur, devant un RH, il faut bien se vendre. C'est quoi bien se vendre? Alors je dirais bien se vendre, c'est surtout bien se présenter. Alors tout dépend du recruteur parce qu'il y a les recruteurs, il y a les RH, il y a toute une série de personnes qui sont amenées à recruter. Moi je recrute pour le compte d'entreprises tierces, mais il y a des entreprises qui recrutent directement. Il y a des recruteurs qui sont sympas, il y a des recruteurs qui sont moins sympas ou qui vont être un peu plus old school ou peut-être un peu plus agressifs ou un peu plus doux. Moi je suis quelqu'un de naturellement bienveillant et à l'écoute, donc j'aime en tout cas quand j'interviewe mettre les gens dans une situation confortable pour justement enlever cette dimension stress ou un peu de nervosité qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à cerner la personne. Mais je dirais il y a toute une série de techniques de recrutement qui permettent justement de faire sortir de sa zone de confort le candidat pour bien mesurer ses vraies compétences. Et au-delà des compétences techniques, il y a tout ce qui est compétences aussi interpersonnelles, tout ce qui est attitude, gestion du stress, je sais pas moi, autonomie, toutes des choses, des traits liés à la personnalité davantage. Ouais. Comment est-ce qu'on fait finalement dans des milieux où il faut absolument, on dirait, de l'expérience? Il faut bien commencer par quelque part, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour être accepté malgré tout par ce RH, ce recruteur, si on n'a pas d'expérience dans son milieu? C'est une très bonne question et c'est vraiment toute la complexité de la recherche d'emploi, d'autant plus pour les juniors qui sortent des études ou qui sortent des études secondaires mais sans bagage, de se faire accepter dans une fonction où c'est vraiment un vrai challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui offrent leur place au profil junior, donc ils recherchent des profils sans expérience aussi. Entre un diplôme et l'expérience, je dirais qu'il faut, nous, notre rôle de recruteur, c'est aussi de pousser les entreprises et les partenaires justement à la réflexion, en se disant, tiens, est-ce que ce diplôme est vraiment nécessaire? Est-ce que s'il est nécessaire, pourquoi? Qu'est-ce qui va amener ça? Par exemple, les langues, le critère des langues, on en parle souvent. Certains clients peuvent dire, tiens, il faut qu'il soit bilingue anglais. Ah oui, pourquoi? Parce que notre siège est aux États-Unis ou en Angleterre. Ah oui, et concrètement, dans les faits, est-ce qu'il sera vraiment amené à parler anglais une fois pendant l'année? Et la réponse est non. Donc, l'idée, c'est aussi de pousser les entreprises à réfléchir à ça, en tout cas, à se poser des questions sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et pour le reste, tu parlais d'évolution par rapport à la qualité des candidats. Il faut savoir qu'il y a vraiment eu un renversement de ce que je pourrais appeler le prisme du recrutement. Avant, c'était plutôt les entreprises qui avaient le choix et qui se disaient, tiens, j'ai 20 candidats potentiels qui ont tous les critères requis pour la fonction. Je choisis lequel. Maintenant, c'est l'inverse. C'est plutôt le vrai travail du recruteur, c'est amener l'entreprise à se poser les bonnes questions pour savoir comment faire pour attirer les meilleurs talents, pour être choisi par les meilleurs talents et par le plus grand nombre. Donc, mettre en avant tout ce qu'elles peuvent valoriser, puisque les vrais talents qualifiés manquent. Il y a certaines formations ou certaines études, en tout cas, on sait qu'ils n'ont même pas besoin de sortir pour trouver un emploi. Donc il y a quand même des métiers techniques, notamment une vraie pénurie. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Est-ce que les entreprises donc doivent revoir leurs standards à la baisse? Alors, pas spécialement à la baisse, c'est plutôt garder ce qui est vraiment essentiel et ce qui est accessoire, l'enlever. Maintenant, il y a des fonctions qui nécessitent un niveau technique élevé, et donc là, je dirais que s'il n'y a pas à ce niveau, il faut le chercher. En tout cas, il faut identifier le candidat. Mais c'est plutôt
pousser les entreprises à réfléchir sur ce dont elles ont réellement besoin. Ouais. On parle souvent dans le recrutement du mouton à 5 pattes. Les entreprises. C'est quoi ça? Le mouton à 5 pattes, c'est, je sais pas moi, un ingénieur industriel qui a 10 ans d'expérience, qui est quadrilingue et qui a déjà travaillé à l'étranger. Voilà. Et ce profil, elles ont dans leur tête ce profil idéal et puis c'est un profil qui est introuvable ou en tout cas qui est très difficilement trouvable. Donc pour augmenter les chances pour ces entreprises de trouver ce profil, c'est posez-vous les bonnes questions, réfléchissez aux critères qui sont essentiels pour vous. Alors je me mets de l'autre côté, on revient un peu en arrière. La personne qui va chercher un taf et qui voit une annonce de job où elle ne remplit pas tous les critères, tu lui conseilles quand même de postuler? Absolument. Postuler, je dirais que ce que recherchent déjà en premier lieu les entreprises, au-delà des compétences, c'est aussi la personnalité. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est passionné, qui a la niaque et qui a envie d'évoluer. Donc ça, la personnalité, c'est vraiment essentiel. Donc, s'il y a un candidat ou une candidate voit une annonce qui lui plaît, par exemple, je sais pas, il y a le néerlandais ou il y a un critère qui ne convient pas. Franchement, il faut tenter sa chance. C'est le sourire aux audacieux, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut foncer. Je suis plutôt partisan de ne pas mettre une lettre de motivation parce que je trouve que c'est un peu old school, la lettre de motivation. Mais un CV avec un mot qui explique plutôt les motivations. Pourquoi postuler dans cette entreprise ou ce qui l'intéresse dans la fonction, même si on ne correspond pas à 100% au job description, foncez, n'hésitez pas. La lettre de motivation, c'est old school? Oui, pour moi, c'est old school. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense que si on envoie sa candidature par mail, bien qu'il y a certaines entreprises qui la demandent encore en papier, des formats papier, voilà. Ça tue les arbres, c'est pas bien de faire ça. Mais dans le corps du mail, écrire les motivations. Le vrai problème des lettres de motivation, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Parce que c'est terriblement pénible et fastidieux d'écrire une lettre de motivation. Donc, qu'est-ce que va faire le candidat? Il va taper lettre de motivation, il va trouver des formats sur Google, et alors on va retrouver les mêmes formules de politesse ou soucieux de la ponctualité, de l'organisation, doté d'un très bon sens de l'organisation. Toutes ces formules qui se retrouvent, et donc toutes les lettres de motivation se ressemblent. Donc en fait, voilà pourquoi je trouve que c'est old school. Privilégier un mot concis et précis qui explique vos motivations sur votre envie de travailler dans l'entreprise et ce sera suffisant. Pas dans tous les cas, mais en tout cas, tentez votre chance, vraiment. Oui. Tu parlais du néerlandais, c'est vraiment la bête noire pour beaucoup d'employés, d'employeurs. Disons que le wallon ne maîtrise pas très bien le néerlandais. Non, pas très bien. Et donc c'est vrai qu'il y a des fonctions commerciales ou sur la Flandre, ou des fonctions où il y a des bureaux à Bruxelles ou à Anvers qui nécessitent le néerlandais. Donc voilà, le critère des langues ajoute de la difficulté, mais c'est pas la seule difficulté. Il y a aussi la compétence technique. On pense à des profils, par exemple, dans le payrolling, tout ce qui est administration du personnel. Voilà, être capable de gérer des plannings, gérer des budgets aussi dans la dimension finance. Dans la dimension technique de l'ingénierie des chargés de projet. Donc on est sur des gros dossiers de construction avec des budgets à hauteur de millions d'euros. Donc il y a de la compétence technique aussi. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent complexifier la tâche du recruteur. C'est un métier qui est challengeant. Donc c'est vrai que c'est pas simple. D'autant plus qu'il y a beaucoup de bureaux de recrutement, il y a beaucoup de concurrence. Mais il faut, pour pouvoir le vivre correctement, que ce soit un métier passion comme tout métier. Je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on le fait mal. Et si on aime ce qu'on fait, on aura envie de le faire bien ou de le faire mieux. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Dans les choses qui peuvent te compliquer la vie, d'ailleurs, il y a ces lettres de motivation qui se ressemblent toutes aussi. Et l'intelligence artificielle qui fait que maintenant c'est un jeu d'enfant d'écrire une bonne lettre de motivation. Tu es confronté régulièrement? On peut parfois identifier certaines lettres ou certains messages qui se ressemblent, où on se dit tiens, peut-être qu'il a utilisé l'intelligence artificielle. Maintenant, je dirais que ça rentre un peu dans les habitudes. C'est devenu peut-être pas la normalité encore, mais ça va s'utiliser de plus en plus. Et avec le développement de l'intelligence artificielle, voilà, à voir ce que sera le métier de recrutement dans 20 ans, mais peut-être qu'on sera remplacé par
par des machines qui seront plus efficaces. Voilà, Neo dans Matrix l'avait d'ailleurs dit bien avant. Donc voilà, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que l'intelligence artificielle dans le métier du recrutement doit être utilisée. Elle peut être utilisée. Toujours, c'est une question de barrières et de garde-fous, à savoir comment on l'utilise aussi. Puisque effectivement l'intelligence artificielle utilise un peu tout ce qu'on lui donne. Si je prends ChatGPT, tout ce qu'on va mettre dedans peut être utilisé. Donc est-ce qu'on va pas se retrouver avec un mélange et un micmac de techniques de tout le monde entre guillemets et perdre notre identité? Mais là on est plus sur des questions un peu philosophiques, etc. Donc voilà. Ouais. Tu l'utilises, l'IA? Alors oui, on l'utilise notamment par exemple pour identifier des entreprises. De prospection, des entreprises avec lesquelles on pourrait travailler. Donne-moi, je sais pas moi, 10, 20 entreprises qui travaillent dans un tel secteur d'activité. Il arrive aussi, en tant que recruteur, on travaille pour une boîte X qui nous dit j'ai un accord, ou comme il l'appelle, un gentleman's agreement avec telle entreprise. On ne va pas chasser les candidats chez eux. Donc on va pas contacter spontanément les candidats dans telle entreprise, et alors là je peux utiliser l'IA pour identifier des entreprises ou chasser justement d'autres candidats. Chasseur de tête, c'est chasseur de tête, ben voilà, recruteur, chasseur de tête, on chasse, on utilise LinkedIn, c'est notre petit Facebook à nous, voilà, LinkedIn et LinkedIn Recruteur, où on peut vraiment chasser, c'est-à-dire proactivement contacter des candidats qui ne sont pas en recherche d'emploi. Pour donner quelques éléments chiffrés qui sont plutôt intéressants, il faut savoir que environ 73-74% des 20 à 64 ans sont employés. Donc ils ont un travail. Dans ces 74%, il y a environ un quart, donc 25% qui ne sont pas en recherche d'emploi. Ils sont très contents où ils sont, ils ne veulent pas changer. Il y a par contre plus ou moins 75%, donc 3/4 des candidats, qui sont à l'écoute de nouvelles opportunités. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher activement une nouvelle fonction, mais si on leur met devant leur nez une belle fonction, une belle entreprise, un cadre dynamique avec un beau projet, eh ben, ils seront à l'écoute et on pourrait éventuellement leur proposer une autre fonction. Et alors, dans ces 75%, donc dans ces 3/4, il y en a quand même 46, donc 46% des gens qui sont à l'emploi, qui sont activement en recherche. Donc, qui sont insatisfaits dans leur fonction et qui recherchent. On a vu récemment Stepstone, qui est un de nos partenaires pour la publication d'annonces. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de 20% des job alertes sur 2024. Donc, des gens qui mettent des alertes en disant prévenez-moi quand telle fonction apparaît. Sur LinkedIn, donc, sur LinkedIn ou sur les autres job boards, oui, par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a effectivement toute une partie des candidats qui sont à la recherche, peut-être des profils juniors ou des personnes qui sont sans emploi, mais que dans ces 75% qui sont à l'emploi, il y a des gens qui sont insatisfaits, qui sont en recherche, et c'est là que nous, on intervient, voilà. Ghostbusters du recrutement. Que je cherche un taf ou que je sois déjà employé et que je sois à l'écoute, tu conseilles d'être sur LinkedIn et ce genre de plateforme? Alors moi je le conseille, sauf si tu es vraiment très heureux dans ta fonction. Oui, là ça sert à rien évidemment. Oui. Ok. Maintenant, comme tu me l'avais dit, tu ne l'es pas, donc je suis en train d'essayer de te retrouver un autre boulot. Donc non, ça ira pour moi. Ça va. Ça ira. C'est plus pour eux. C'est plus pour eux. Mais non, je dirais que c'est un réseau. Moi, j'adore ce réseau. Je trouve qu'il est dynamique. Je trouve que Facebook, en tout cas dans mon flux d'actualité Facebook, ça me plaît beaucoup moins. Ici, il y a des infos qui sont relatives à des entreprises liégeoises, à du networking, à des rencontres aussi. Donc, le réseau est dynamique. Je pense que même si tu es satisfait, ce n'est pas une perte de temps d'être sur LinkedIn. Et si tu es en recherche, c'est le réseau essentiel. Il faut avoir un compte LinkedIn complet avec son parcours, sa fonction, ses expériences professionnelles. Et c'est à partir de là que nous, recruteurs, on va pouvoir venir te démarcher pour te proposer d'autres opportunités. Ouais. Comment est-ce qu'on démarche ? Le plus intéressant pour les gens qui sont déjà en fonction, etc., ça va être le salaire, certainement. Ça va être des avantages qu'ils n'ont pas de l'autre côté. Eh ben, pas forcément. Ah bon ? Alors, le salaire est un critère, bien évidemment. C'est vrai que c'est rare quand quelqu'un part pour un salaire qui est moindre. Mais ce qu'on constate, c'est que les candidats et les candidates sont aujourd'hui plus à la recherche d'un cadre. Une entreprise avec un management que j'appellerais plus, avec de la bienveillance, de la gentillesse, de l'écoute, un projet, une fonction avec des responsabilités et je dirais, je reviens sur le management, mais un management dynamique,
Ça, c'est ce qui va faire davantage changer les candidats. Après, il y a la question du salaire, puisque il y a toute la négociation. Généralement, les candidats aiment valoriser aussi le salaire ou essayer d'avoir un petit peu plus. Mais le salaire n'est pas aujourd'hui, c'est pas ce qui parle le plus. C'est plutôt le projet, l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, les valeurs que l'entreprise représente. Magnifique, c'est bon signe pour la société, ça. C'est super, vraiment, c'est super. Ouais. Au niveau de la classification, il y a une classification des analyses qui ont été faites, je suppose, des statistiques qui ont été faites sur le cadre, puis le salaire. En 3, il y a quoi? Alors, qu'est-ce qui peut intervenir comme critère? Je dirais les responsabilités, les possibilités d'évolution, le télétravail, ça c'est un critère, ça intervient. Le Covid n'a pas eu que du mauvais, puisqu'on a pu un peu digitaliser et réfléchir à la façon dont on pouvait travailler en disant on peut pas travailler en distance, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, on sait télétravailler. Tout dépend, il y a des fonctions qui nécessitent une présence sur site, mais je veux dire, on peut en tout cas travailler à distance. Donc, il y a effectivement ce critère du télétravail, la flexibilité horaire aussi, et puis l'équipe, les projets de croissance d'entreprise. Donc, je dirais que c'est vraiment, il y a toute une série de critères qui interviennent dans la décision d'un candidat, parce que c'est un gros cap de se dire, tiens, même pour quelqu'un, je disais, ils sont à l'écoute de nouvelles opportunités. Quitter un emploi, c'est quelque chose qui demande un certain courage, ça peut être stressant, donc il faut avoir le courage de se dire, tiens, effectivement, se poser et réfléchir un peu sur soi-même, tiens, je suis pas totalement satisfait dans ma fonction, mais comme toujours, les gens disent, oui, mais il y a des choses qui vont bien, ou il y a des choses qui ne vont pas bien, mais c'est de faire le point sur soi-même et de se dire, ok, allez, je saute le pas, j'y vais, et ça demande du courage, et nous, on est là pour accompagner les candidats. En tout cas, en tant que recruteur chez Profile Group, on se veut totalement transparent et honnête avec tant les candidats que les entreprises. L'idée, c'est pas de survendre la fonction, c'est de présenter l'entreprise telle qu'elle est, et de trouver, en tout cas, le ou la candidate qui correspond ou qui matche le plus ces critères, et de le séduire avec ça. Le métier de recruteur, c'est un métier de séduction quand même. Il faut pouvoir faire ça correctement. Ça me fait rire que tu le présentes pas comme ça, parce qu'on se connaît déjà, on a beaucoup parlé ensemble déjà avant l'émission, et tu as inventé, donc développé une application pour faire matcher les employés et les employeurs. Explique-nous un peu cette application. C'est assez novateur finalement comme façon de procéder. Oui. Tout à fait. Donc on a créé avec un ancien collègue, Maxime Denet, une application qui s'appelle donc Young at Work, qui elle est totalement dédicacée aux étudiants. À l'époque, on recrutait beaucoup d'étudiants, donc c'est vrai que c'est toujours sympa, les étudiants, ils sont cool, les étudiants. Et donc, on manquait d'un outil facile et intuitif pour pouvoir recruter du personnel étudiant pour un jour, une semaine ou de manière régulière. Et on s'est dit, tiens, lançons-nous. Donc, on a lancé effectivement ce projet. On a collaboré avec Deuze, qui est une super entreprise liégeoise avec laquelle qui ont fait un super travail. Et l'appli est sortie sur les tablettes l'an dernier, au mois de juin de l'an dernier. Donc, Young at Work. Et continue de grandir aujourd'hui avec des beaux clients sur Liège et dans toute la Wallonie, et des développements futurs toujours avec Deuze, puisqu'on a reçu des subsides de la part de Digital Wallonia, justement pour intégrer de l'intelligence artificielle, et c'est le cas pour l'instant. Donc on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des annonces automatiquement, pour faire du matching automatique. Donc elle était déjà super, cette appli, mais on va la rendre encore plus super avec l'aide de Deuze. C'est le Tinder de l'emploi. C'est le Tinder de l'emploi, absolument. Mais c'est très bien. Les étudiants qui cherchent un taf, qui ont un job d'étudiant, c'est important de le mettre après sur un CV, de faire valoir ces expériences-là. Est-ce que c'est important pour les employeurs après, si on ne travaille pas du tout dans le même secteur par la suite, de mettre quand même, voilà, j'ai travaillé dans l'Horeca, j'ai travaillé chez McDonald's, je sais pas moi. Oui. Alors oui, moi, si je te réponds, oui. Je trouve que les expériences comme étudiant sont très formatrices. Ça montre aussi que l'étudiant, c'est pas quelqu'un qui va rester chez lui à regarder des séries, ce qu'on a tous fait, j'ai rien contre ça, mais c'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est rendu compte de la valeur de l'argent, qui sait ce que c'est de se lever le matin, d'aller travailler au Point Chaud. Moi, j'ai bossé au Point Chaud, donc je me levais à 4 heures pour faire des baguettes. Je sais d'ailleurs toujours strier des baguettes, voilà, c'est pas très utile professionnellement, mais ça m'a appris à me lever tôt le matin,
Puis les enfants m'ont appris aussi à me lever tôt le matin par la suite. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir... Je regarde quand je lis un CV s'il y a eu des expériences comme étudiant et je trouve qu'il faut les mettre sur le CV. C'est quelque chose qu'on peut valoriser. Comme le scoutisme, on voit beaucoup mouvement de jeunesse, etc. Ben voilà, ça apprend un peu le travail en équipe, le côté solidaire, de ne pas être trop centré sur soi-même. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut valoriser sur CV, oui, et en entretien. Il y a d'autres choses qu'on peut valoriser auxquelles on pense pas forcément. Une gapière pendant laquelle tu voyages. Ouais. Ça, on y pense forcément, mais des choses moins communes. Oui. Les voyages, les hobbies, moi, en tant que recruteur, j'aime bien, c'est un peu mon truc de regarder les hobbies. On en parlait aussi avec un de mes collègues, mais les hobbies, je vais faire un lien vers la lettre de motivation. On trouve parfois des hobbies, c'est des gens qui mettent des hobbies standards, je sais pas moi, hobbies... regarder des séries. Regarder des séries ou jardiner, enfin bien que jardiner, j'aime encore bien ça, mais c'est plutôt ne pas avoir des hobbies standards. Le CV, il faut vraiment le faire, si j'ai un conseil à donner, à votre image. Il faut qu'il soit, prendre le temps, il faut faire un CV, mais qu'il soit vraiment à votre image, et dans les hobbies, mettez ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire. Et moi, en tant que recruteur, je vais souvent poser la question des hobbies, sauf quand on me met des hobbies bateaux, voilà, aller au centre commercial, je l'ai déjà vu, ce sont des choses qu'on voit sur CV. Donc voilà, soyez... C'est pas très utile, ça. Pas très utile d'aller au centre commercial. Par contre, te dire le sport que je fais, etc., ça peut être intéressant. Oui, parce que c'est des sports, par extension, c'est un critère à prendre en considération dans l'ensemble des critères, mais voilà, sport d'équipe, capacité à travailler en équipe, tu sais pas, faire du solfège, capacité à étudier les notes, à faire ses années de solfège, ça demande de la rigueur. Moi-même, j'ai stoppé mon solfège en 3e année, donc je suis peut-être pas aussi rigoureux que je voudrais l'être. Mais donc, oui, ça donne plein d'éléments d'information et ça donne aussi une base de discussion pour le recruteur. Le recruteur va parler de ce qu'il trouve sur le CV et il y a la dimension professionnelle, mais là, on va sur la dimension personnelle et c'est ce qui nous permettra justement de voir quelle est la vraie nature du candidat, si c'est un candidat qui correspond à la demande et au-delà de ça, c'est un candidat qui est sérieux, qui est sympa et avec qui on se voit travailler. Je dirais que la vraie question en tant que recruteur qu'on doit se poser pour se dire, tiens, est-ce que j'ai recruté le bon candidat? C'est, si j'étais patron dans l'entreprise pour laquelle je recrute, est-ce que je recrute le profil que j'ai devant moi? Voilà. Ça s'imite à ça. Si oui, par rapport à lui, etc. Si oui, oui. Sinon, alors mieux vaut aller vers le profil suivant. Ouais. Et alors, je me dis donc, tu as tes expériences étudiantes, puis après, arrive le premier travail. Le premier travail, c'est pas l'idéal, c'est souvent pas celui dans lequel on finit. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser justement ce type de travail est-ce qu'il faut évidemment chercher dans le même secteur que ce que je veux faire par la suite, selon toi? Alors c'est complexe. Moi, je valorise toute expérience. Donc je vais prendre quelqu'un qui a travaillé, imaginons, fait des études de psychologie et travaille 2 ans au point chaud avant de trouver la fonction qui lui plaît. C'est super. C'est quelqu'un qui a envie de bosser, qui a peut-être du mal à trouver, parce que c'est vrai que la psycho ouvre pas mal de portes, mais peut-être pas en psychologie. Je prends la psycho à titre d'exemple, mais donc pour moi, toute expérience doit être valorisée et est pertinente sur CV. Maintenant, c'est vrai que dans le choix des études, et là c'est plutôt la question qui se pose au niveau des études secondaires, la fin des secondaires, quand on a 17-18 ans, qu'on est immature, parfois on est toujours à 39, mais quand on a 17-18 ans, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là, je pense qu'il y a eu un manque au niveau je dirais de l'orientation des jeunes, au niveau des écoles secondaires. Je pense qu'il devrait y avoir un cours, en réto, sur voilà le monde de l'emploi. Tel métier, vous pouvez faire ça. Tel métier, vous pouvez faire ça. Il y a des ouvertures en Belgique, en Flandre, à l'étranger. Ouvrir le champ des possibles à tous ces jeunes pour qu'ils ne se disent pas, après 5 ans d'études, tiens, oui, j'ai fait 5 ans d'études et je me retrouve à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà. Alors qu'il y a plein de super métiers en pénurie. On parlait des métiers techniques, mais je veux dire, le monde de l'emploi est hyper ouvert. Mais quand on a 17-18 ans, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un bachelier là, ou je vais faire le droit, ou je vais faire la psycho, ou je vais faire la communication. Voilà, j'ai fait la communication, donc, parce que je savais pas trop quoi faire et que je me suis dit, tiens, ça ouvre un petit peu, mais
je pense que plus d'ouverture au niveau des jeunes, ça pourrait aider justement à réorienter vers des secteurs en pénurie et des jeunes qui trouvent un emploi plus facilement. T'en vois beaucoup des jeunes travailleurs qui ont fait des études un peu par défaut, comme ça, absolument. Et qui ne veulent pas du tout travailler dans le secteur pour lesquels ils ont fait des études. Oui, et l'inverse, des gens qui ont fait des études et qui ne trouvent pas parce qu'il n'y a pas de boulot. J'en ai vu énormément en intérim, des candidats et des candidates qui travaillent en call center, en service client. Il ne faut pas dire call center, ils n'aiment pas. Il faut dire service client. Donc, effectivement, alors qu'ils avaient des formations universitaires. Alors, il n'y a pas de sous-métier. Le métier en service client est un super métier aussi, mais si c'est pas la volonté de base, si quelqu'un qui a fait 5 années de psychologie et qui va travailler dans un service client, on se dit pourquoi est-ce qu'il a fait 5 années d'études en psychologie? Il n'y a pas de... Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut ouvrir davantage le champ des possibles avec les jeunes. Oui. Quels sont les métiers en pénurie, du coup? Il y a beaucoup de métiers techniques, des niveaux bacheliers. Tout dépend un peu d'où on vient. Je dirais que les métiers de l'électromécanique, par exemple, l'électricité industrielle, l'électronique, tout ce qui est chauffage, plomberie, tout ça, ce sont des super métiers où il manque clairement de main-d'œuvre et de jeunes qui pourraient même lancer leur société, se mettre comme indépendants, avoir leur boîte avec pignon sur rue. Là, il y a de quoi faire. On te demande beaucoup des métiers quand même techniques, manuels techniques. Tu vois, ici, pas tant chez Profile Group, plutôt là, c'est plutôt des offres qui s'adressent au monde de l'intérim. Mais c'est vrai que des profils... c'est pas moi, des profils ingénieurs, par exemple, avec des spécialisations. Ce sont des métiers qui se recherchent beaucoup. Une vraie spécification technique. On travaille avec Profile Group, notamment avec John Cockerill ou Safran également dans l'aéronautique. Ils recrutent énormément de profils ingénieurs et ils en manquent toujours parce que par rapport entre l'offre et la demande, il n'y a pas suffisamment de candidats. Donc oui, maintenant il faut avoir envie de rentrer dans ces métiers. Mais il y a des bacheliers, enfin il n'y a pas des bacheliers ingénieurs, mais il y a des bacheliers techniques qui peuvent amener vers des masters en ingénierie aussi. Donc tout ça, ce sont des métiers qui recherchent activement des candidats. Et vous êtes sûr, en 3e année, en 3e bac ou en 2e master, de décrocher un boulot direct. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Vous n'avez pas besoin de faire un CV et vous ennuyer avec une lettre de motivation. On vient vous chercher direct. Donc, le milieu scolaire ne pousse pas vers ces métiers techniques, en fait. Pas assez, selon toi. Pas assez, oui. Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail d'orientation à faire. En tout cas, moi, j'ai étudié à Saint-Jacques. J'ai fait mes secondaires à Saint-Jacques, ici à Liège, parce que je suis un pur produit liégeois, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à Saint-Jacques, à l'époque, on parlait un peu de qu'est-ce que tu vas faire, et puis je dirais qu'il y avait quelqu'un qui disait je fais le droit, je fais la chimie, je fais ingénieur, je fais HEC aussi, qui sont des belles formations. C'est pas pour enlever tout le crédit à ces formations-là, mais c'est de se dire qu'il n'y a pas que quand on sort de secondaire, on doit pas forcément faire l'UNIF. Voilà, c'est pas parce qu'on sortira de l'UNIF qu'on sera plus intelligent. Il y a des bacheliers qui sont super, il y a des formations, il y a des centres de formation comme l'IFAPME, comme toute une série de formations professionnalisantes qui sont super et qui vous permettent de rentrer directement dans le monde de l'emploi. L'UNIF de Liège, ils sont très gentils, mais les 3 premières années, c'est quand même des cours for ex cathedra, avec beaucoup de théorie. On se mange des syllabus, des syllabies, et puis on doit attendre les années de master pour rentrer sur le terrain. Ici, en bachelier, direct, vous rentrez dans votre métier. Donc ça, voilà, à voir ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Oui. Ouais. Ça doit être agréable d'entendre ça pour certaines personnes qui justement se dirigent vers des matières plus en 3 années, où c'est certainement agréable d'entendre ça. Et alors, en parallèle, il y a en Belgique une croyance populaire comme quoi on a énormément de chômeurs. Est-ce qu'on en a tant que ça ? Ici, j'ai regardé les derniers chiffres avant de venir. Sur le 2e quadri, on était à 5,4% ou 5,2% de chômage pour la Belgique. Donc, ce n'est pas un nombre si élevé. J'étais d'ailleurs moi-même un peu étonné, mais il faut prendre ce chiffre avec certains guillemets, puisque c'est-à-dire des gens qui touchent du chômage, des allocations de chômage. Il y a aussi
Il y a les personnes qui sont demandeurs d'emploi mais sans allocation de chômage. On a des personnes qui sont aussi au CPS. Il y a des personnes qui sont sur la mutuelle. Donc ce chiffre ne concerne que les gens qui touchent du chômage. 5%, c'est pas si élevé que ça. Hein. Beaucoup de demandeurs d'emploi alors qui touchent pas le chômage. Oui. T'en rencontres souvent. Vous avez des collaborations avec le Forum ou... Non, on n'a pas de collaboration avec le Forum, même si on publie nos annonces. Donc sur le Forum, c'est un des médias avec lesquels on travaille. Il arrive, oui, très souvent qu'on ait très souvent des demandeurs d'emploi. On peut recevoir des CV de profil junior qui doivent alors s'inscrire, puisque c'est ce qu'ils doivent faire. Il faut s'inscrire comme demandeur d'emploi à la sortie des études. Donc oui, ça arrive qu'on place ou qu'on place dans des sociétés des demandeurs d'emploi. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes ou des personnes qui sont demandeuses d'emploi depuis pas mal de temps, qui n'arrivent plus à retrouver un emploi parce que trop vieilles, parce que pas assez d'expérience dans la nouvelle matière qu'ils souhaiteraient exercer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là pour être pris? Alors, il y a vraiment pas mal de solutions. Il y a beaucoup d'ASBL ou de centres de réinsertion socio-professionnelle, ce qu'on appelle les CISP. Il y en a un super à Seraing, il s'appelle Formaté d'ailleurs, où ma compagne travaille, mais qui est super. Et donc, ce sont des centres où ils font des bilans de compétences, ils donnent les clés justement à tous ces demandeurs d'emploi pour soit se reformer par exemple en informatique, rédiger un CV, utiliser les outils de base, puisqu'il y a peut-être des personnes qui ne maîtrisent pas, je sais pas moi, Outlook, Word, la base de l'informatique. Et donc ça, il y a toute une série de sites, c'est accessible pour les demandeurs d'emploi gratuitement, et ça leur permet justement de se remettre sur la voie du travail. Maintenant, je sais que chercher un emploi, c'est un travail à temps plein aussi. C'est compliqué, et puis on doit subir les refus, les non. Enfin, déjà, subir un refus, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de sociétés qui ne répondent pas aussi. Moi, en tant que recruteur, et je dirais par extension Profile Group, on essaie de répondre à tous les candidats. C'est quand même le minimum d'avoir une réponse. Mais je croise des demandeurs d'emploi qui me disent, oui, j'ai envoyé 100 CV, j'ai eu... sur les 100, il y a 80 où j'ai pas de réponse. J'ai 10 refus par manque d'expérience, et le reste, j'ai fait 1 ou 2 entretiens et je suis pas retenu. Il faut savoir que les process de recrutement aussi sont parfois très longs. Donc entre le moment où on a postulé, on est au mois de mars, on se retrouve peut-être au jury final face à 3 candidats au mois de juin, en se disant oui, finalement je suis pas retenu, ils ont pris l'autre. Pour une fonction qu'on aimait bien, donc on a peut-être ralenti ou levé le pied sur d'autres candidatures envoyées. Donc c'est complexe de trouver un emploi. Le Forum peut aider et peut accompagner, les CISP aussi. Donc je dirais qu'il y a des solutions. En plus, même les bureaux de recrutement, on joue quand même un rôle de conseiller. Moi, je n'hésite pas à conseiller certains profils en me disant tiens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous cherchez? Ou dans quoi est-ce que vous verriez bien? Quel type de fonction? Donc, il y a quand même pas mal de solutions ou de portes ouvertes pour eux. La société a changé, évidemment, au fur et à mesure. Et là, on se rend compte quand même que la nouvelle génération sont plus amenées à faire des carrières super longues dans la même entreprise, etc. Tu le remarques, ça? Alors oui, ça se remarque, et puis c'est aussi un peu de notre faute, puisque en tant que recruteur, on va les séduire avec d'autres opportunités. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de candidats ou de personnes qui faisaient carrière dans la même boîte. J'ai vu, je sais pas si tu as vu récemment passer le profil du nouveau CEO de Nike, qui commence comme vendeur en bas de l'échelle, et il évolue, il vient d'être nommé à 54 ans, mais tout son parcours est sur LinkedIn, c'est assez intéressant. Ici, je dirais que la moyenne, on est entre 2, 3, 4 ans, et puis après, il y a un changement de fonction. Donc c'est vrai il y a un changement à ce niveau-là. Les gens changent plus rapidement d'emploi. Alors, changer d'entreprise, mais pas forcément de secteur, mais il y en a aussi qui changent totalement de secteur, qui veulent une vie plus paisible, qui souhaitent moins de pression au boulot, etc. Ouais. Ça se voit beaucoup aussi. Oui, ça fait partie des critères de recherche quand on voit avec les candidats. On voit beaucoup de personnes qui, à 40 ans, se disent tiens, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de subir la pression. Je vais faire ce que j'ai toujours envie de faire. Et alors qu'ils peuvent faire peu importe, mais on voit des personnes qui font du coaching pour aider les personnes à se poser ces bonnes questions, ou qui se lancent dans l'Eureka. Moi,
c'est toujours bien, ça trotte bien dans un coin de ma tête, mais ouvrir ma pizzeria, pourquoi pas, ça pourrait être sympa en termes de réorientation professionnelle. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est vrai que on viendra, Alex. C'est super. Vous viendrez manger, hein. Je vous inviterai alors. C'est gentil. mais non, c'est vrai que les gens se posent beaucoup ce type de questions sur la pression, les chiffres, les résultats, les KPI, l'environnement pro. Et ça peut être très difficile à vivre. On parle beaucoup de burn-out pour l'instant. Donc c'est vrai que ça, c'est une dimension à considérer. Et ce sont des questions que nous posent les candidats. Vous me proposez telle entreprise, quelle est l'ambiance là-bas ? Quelle sera la pression? Quels seront mes objectifs? Comment est le management? Donc tout ça est lié. Et effectivement, on voit beaucoup de candidats qui font une réorientation professionnelle après quelques temps, ou qui se disent tiens, j'en ai marre, je veux plus travailler dans ce secteur, je change totalement d'activité. Quel type d'activité ils veulent fuir comme ça? C'est plus le domaine de la vente, c'est plus le domaine de la communication? Honnêtement, je dirais que c'est pas vraiment un secteur, c'est plutôt une fonction. Il y a des fonctions qui sont naturellement compliquées. On parlait des call centers, en tout cas du service clientèle. C'est un métier compliqué. Ben oui, parce que le client lambda est quand même un client désagréable. S'il appelle son service clientèle, c'est soit pour rouspéter par une facture ou pour un problème technique. Et puis, ils sont sous pression. Ils se prennent, entre guillemets, toute la haine du monde par téléphone. C'est un métier où il y a des risques psychosociaux assez élevés. Et je pense que si les candidats changent, c'est parce qu'il n'y a pas une pression. Il y a une pression vraiment négative. C'est-à-dire de résultats, d'objectifs. Où est-ce que tu en es? Tu as appelé combien de personnes? Ce dossier, ça en est où? Voilà. Donc, il faut avoir une entreprise qui offre vraiment un environnement positif. De la pression, c'est normal. Du stress aussi. Des objectifs, c'est normal. On est des entreprises qui doivent avancer, mais tout ça peut être fait positivement. Donc, c'est vraiment un critère essentiel pour les candidats de savoir quel type de management et d'environnement, dans quel type de management et d'environnement ils vont se retrouver. On parle de pression et quand je me souviens, quand j'écrivais ma lettre de CV, lettre de motivation, CV, etc., il y a une certaine pression à écrire ça. On a oublié de noter certaines choses. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On va chercher sur Internet des tutos. Tu aurais un tuto pour nous? De surtout pas oublier telle chose pour postuler à un endroit, pour être pris et peut-être vu par un examinateur, un RH? Alors, le numéro de téléphone, ça c'est l'essentiel. Et ça peut arriver qu'il n'y ait pas de numéro de téléphone sur un CV. Donc, mais je dirais que dans les éléments essentiels, c'est effectivement nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, la formation, l'expérience professionnelle, tout ça du plus récent au plus ancien. Donc, un CV se lit dans l'autre sens. Les jobs d'étudiants, donc expérience professionnelle, ce compris les jobs d'étudiants, la maîtrise des langues, les logiciels, permis de conduire et voiture, c'est toujours essentiel, et les hobbies, comme ça me permet de poser des questions sur les hobbies. Mais si tout ça est dedans, il y a effectivement un CV qui est complet, et je le répète, le CV, il doit être jugé à la hauteur de la personne qui l'a rédigé. Un chauffagiste qui fait un CV qui est visuellement pas du tout attractif, où il manque des infos, je m'en fous. Je dirais que je vais aller à l'essentiel. Son métier, c'est d'être chauffagiste, c'est pas de me rédiger un CV. Le rôle du recruteur, c'est de creuser avec la personne. Ouais. Et c'est pas grave si son CV est pas bien fait. Par contre, quelqu'un qui a une fonction peut-être RH ou une fonction cadre ou qui a un graphiste. Parcours, voilà, ou un graphiste, là, on sera beaucoup moins indulgent. Il faut que les éléments s'y retrouvent. Mais toujours bien évaluer le CV à la hauteur de la personne qui l'a rédigé. Ça, c'est essentiel. C'est ça. Orthographe. Orthographe, oui. Tu pardonnes à certains et pas à d'autres, pareil? Oui, moi j'aime bien, je suis un peu pointilleux sur les fautes d'orthographe, donc j'aime bien qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe. Et sur un CV, je pense qu'il y a moyen de le faire relire par quelqu'un. Maintenant, c'est plutôt dans les lettres de motivation qu'on va retrouver les lettres de motivation ou dans le message envoyé. Mais oui, essayez de ne pas faire de fautes d'orthographe sur un CV. Ça a encore de l'importance, alors. Ça a de l'importance, oui. Ouais. Et surtout qu'il y a des correcteurs maintenant. On peut avoir une orthographe détestable et écrire son CV, il est corrigé par Word ou par tous les outils. Donc, c'est plutôt de la paresse alors s'il y a toujours des fautes d'orthographe sur le CV. En 13 ans, est-ce que tu as vu justement qu'il y avait plus de fautes d'orthographe, plus de CV mal faits? Alors oui, on voit que le niveau d'orthographe diminue.
Donc oui, ça se constate. Moi-même, c'est vrai que parfois, avec justement ces correcteurs, ça n'aide pas, hein, puisque dès qu'on a un doute, ça va se corriger automatiquement. Mais oui, on constate que le niveau d'orthographe a baissé. En tout cas, de mon point de vue de recruteur et de ce que j'ai pu lire dans les échanges de mails avec les candidats, oui, absolument. Lors des rencontres, lors des réceptions de mails, tu as dû vivre quand même des anecdotes pas mal. Est-ce que tu en as à nous livrer, justement? Oui, je dirais qu'il y a eu pas mal de rencontres sympas. Je suis en train de réfléchir aux rencontres les plus amusantes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je travaillais en intérim, il y avait un candidat qui était venu me trouver en me demandant de présenter sa candidature dans une société de manière spontanée. Et je lui avais dit, pas de souci, donc j'envoie sa candidature dans la société. Sauf que il travaille dans une autre boîte et les deux sociétés se sont, entre guillemets, appelées. Et donc, il est revenu me trouver un peu agressivement et m'avait montré à l'époque qu'il avait, il avait son bracelet électronique au pied. Il m'a dit, t'as de la chance que j'ai ça à mon pied parce que sinon, je serais... Ouais. Donc là, effectivement, dangereux, en fait. C'est un métier relativement peu dangereux, mais disons que cette fois-là, c'était un petit peu tendu. Mais sinon, oui, il y a toujours des rencontres improbables au bureau. Je ne sais pas... Il y en a beaucoup qui se présentent spontanément, alors, chez Profile Group, et qui disent « Vous avez un boulot pour moi » et autres. Ça arrive, ça? En intérim, ça arrive. Chez Profile Group, non. Non, d'accord. Ici, c'est plus, vu que ce sont des candidats qu'on va quand même principalement chercher, voilà, ça arrive moins souvent. Mais au-delà des quelques rencontres anecdotiques sur mes 13 ans de recrutement, ça reste quand même essentiellement du plaisir et vraiment des rencontres intéressantes et parfois même des fous rires avec des candidats et au-delà des candidats, des clients et des partenaires qui sont devenus au-delà du côté client, mais je vais pas dire des amis, mais vraiment des personnes avec qui on apprécie travailler. Il y a vraiment des échanges, de la communication. C'est win-win. C'est pour ça que le métier est plaisant, parce qu'on a vraiment des échanges au quotidien qui sont super encourageants, quoi. Tu dois voir des belles aussi au niveau des CV. Ça doit t'arriver, ça, de tomber sur un filtre Snapchat d'une photo ou autre chose. Oui, oui, ça, les CV, j'ai reçu pas mal de CV marrants au fil du temps. Je pense aux photos. Il y a des photos... tu parlais de filtres, effectivement, ou des photos de soirée où on coupe le bras, par exemple. Il y avait, en parlant de photos, j'avais reçu un CV d'un candidat et j'avais pas fait attention, mais à l'époque, son CV était très bien fait. Et je l'avais envoyé à un de mes clients qui m'a dit « Oh non, ça n'ira pas ». Et en fait, j'avais pas remarqué qu'il était recto verso. Et derrière, ça prenait la moitié de la page et il était comme ça, en train de sourire avec une casquette et des lunettes solaires sur le CV. Et donc, et moi, je l'avais pas vu, mais le client l'avait vu. Et donc, je lui avais dit au candidat « Mieux vaut enlever ça de votre CV pour la tu donnes des petits conseils, pour la prochaine fois. Donc, ouais. Et il y en a qui sont totalement hors sol, quoi, lorsqu'ils rédigent leur CV, qui ne parlent pas du tout de professionnel. Ça t'arrive aussi, ça? Oui, ça, c'est des CV très barrés. Mais c'est vrai que j'avais reçu à l'époque le CV d'une candidate qui avait écrit son profil psychologique, parce qu'elle avait fait beaucoup de psychiatrie à l'époque, enfin, en tant qu'internée, je veux dire, dans un institut psychiatrique. Ah ouais. Et j'avais tout son profil psychiatrique écrit dans le CV. Et c'est vrai que même entre agences intérim, à l'époque, il y avait quand même des CV qui tournaient et qui faisaient un peu le tour des agences et des candidats qui, en fait, je ne sais pas s'ils cherchent ou pas, ou si, mais leur boulot à temps plein, c'était de venir chaque semaine déposer un CV en disant je cherche du boulot, mais au niveau du parcours, il n'y avait rien du tout. Le CV était sale, ou il était en boule, où il venait le déposer en papier, enfin une boule de papier qui défroissait. Donc oui, effectivement, on en a vu quelques-unes sympas. Oui. Parce que le Forum demande, l'ONEM demande d'aller déposer des CV, des lettres de motivation et autres pour avoir accès justement à... Il vérifie aussi, donc c'est oui, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos démarches? Donc les candidats, oui, j'ai appelé l'agence, ou je me suis présenté à tel poste. Mais c'est vrai que, comme je disais, il y a des personnes dont c'est devenu vraiment le métier à temps plein, c'est de rechercher de l'emploi.
alors qu'il y a moyen de les accompagner. Je pense que Ouais. c'est vrai que quand on a, voilà, il y a des métiers qui sont quand même très physiques. Moi aussi, je veux bien. S'il y a par exemple quelqu'un qui a, je sais pas moi, 50 ans et qui n'a plus travaillé depuis une dizaine d'années, et le Forum ou l'ONEM lui dit, bah, tu acceptes le boulot, tu vas travailler en boucherie ou faire en abattoir pour désosser des viandes, bah, c'est un métier très physique, pas sûr que physiquement il puisse tenir. Donc je dirais que voilà, il y a. C'est une vraie discussion, il y a moyen de quoi faire. Les élections politiques arrivent, je pense qu'il y a du changement à faire à ce niveau-là, oui. Il y a aussi différentes choses qui étaient rédhibitoires pour les employeurs, du genre les tatouages, etc. Il y a 50 ans, mais c'était inimaginable dans certaines entreprises de vente et autres. C'est encore le cas, ça? De moins en moins. Honnêtement, il y a vraiment une évolution des mœurs à ce niveau-là en termes de tatouage ou même d'inclusion. C'est un sujet assez tendance pour l'instant. Donc il y a beaucoup plus d'ouverture. On va juger un candidat sur base de son parcours, de ses compétences et de son profil et pas d'éventuels tatouages. Donc non, c'est plus le cas. Maintenant, ce serait se voiler la face de dire que ce n'est pas quand on va. Il y a certaines entreprises qui ne vont pas juger sur base de ces critères-là. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'il y a quand même un beau chemin qui a été parcouru depuis plusieurs années. Oui. En effet, et on parlait des tatouages, mais aussi donc de l'égalité au sein des entreprises au niveau du genre. Et ça, je suppose qu'il y a pas mal d'employeurs qui doivent t'appeler pour chercher spécifiquement un genre masculin, féminin ou autre. Ça doit être quand même assez régulier, non, ça? Bah pas trop. Non. Pas trop. Maintenant, il y a des métiers qui peut-être des métiers plus manuels, qui s'adressent plus aux hommes et des métiers plus intellectuels pour les femmes. Voilà. Ma compagne va aimer que j'ai dit cette fois. mais non, c'est plus que voilà. Par exemple des mécaniciens auto, il y a peu de femmes. C'est un métier quand même essentiellement masculin. Donc tu sens quand même que les entreprises ont évolué à ce niveau-là. Ils ont plus de critères de genre, d'ethnie, etc. De moins en moins en tout cas. Oui, absolument. Vraiment, il y a beaucoup d'ouverture. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est une personnalité et des compétences. Et que le candidat et les candidats soient effectivement matchent les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est l'essentiel. Donc, il y a vraiment une grosse évolution à ce niveau-là. Évidemment, il y a différentes lois qui ont été mises en place, justement, pour contrer ces choix arbitraires de j'aimerais mieux un homme qu'une femme et d'autres choses comme ça. Tu sens que ça fonctionne, quoi? Alors oui, ça fonctionne. Et honnêtement, on va à la rencontre du client quand on recrute. On va d'abord rencontrer la société. On définit le profil ensemble. On fait vraiment le tour de A à Z de l'ensemble des questions que pourrait poser le candidat. Et ce sont des critères qui n'interviennent jamais. Donc vraiment, comme je te dis, c'est surtout la personnalité, l'expérience. On parlait de pérennité d'emploi, le fait que les gens ne font plus la carrière dans la même entreprise, mais qui est pas non plus. C'est vrai que les candidats changent tous les 2, 3, 4 ans, mais qui est pas trop de variation d'emploi. Ça, c'est quelque chose aussi. On va regarder en tant que recruteur et l'entreprise va être attentive. Donc, c'est plutôt ces critères-là qui vont être déterminants. Oui. Lors d'un entretien d'embauche, c'est quoi qui est important finalement? Alors, ce qui va être le plus important, c'est le ressenti. Je veux dire, c'est la personnalité pour moi. C'est le fait que le candidat ou la candidate est à l'écoute, répond de manière complète, est honnête, est transparent, qu'il est précis dans ses réponses, qui pose des questions précis dans ses réponses et qui pose aussi des questions intelligentes avec de l'intérêt par rapport à la fonction et plus le ressenti, le feeling global avec. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience du recruteur. Plus on voit de candidats en entretien, plus on a ce feeling, ou peut-être ces flags qui peuvent apparaître en disant tiens, c'est bizarre, ça je sens, il y a quelque chose à creuser. Cette question-là, je vois bien que ça l'a dérangé. Est-ce que je vais creuser un petit peu plus loin pour voir pourquoi ça l'a dérangé? L'attitude aussi. Par exemple, si je pose la question à un candidat qui a changé de fonction 5 fois sur les 10 dernières années, je peux lui dire, je constate que vous avez fait plusieurs boîtes. Comment est-ce que ça s'est passé? Ou je peux lui dire, je peux poser la question, je constate que vous avez changé régulièrement d'emploi. Qu'est-ce qui fait que vous ne restiez pas? Vous avez du mal à gérer la pression. Et voilà, tout dépend de l'orientation de ma question.
quelqu'un à cette deuxième question plus agressive peut le prendre positivement, ne pas le personnellement me répondre. Quelqu'un peut se braquer et s'offusquer en me disant pourquoi est-ce que vous me dites ça? C'est pas du tout le cas, il y avait des raisons, etc. Donc, tout ça va nous donner des petits signes en tant que recruteur pour voir un petit peu comment il va fonctionner dans son environnement de travail et quelles vont être ses réactions plutôt naturelles. Ce qu'on cherche comme recruteur, c'est d'avoir les réactions instinctives, naturelles de la personne et qui sortent de ce rôle de « je suis en interview, je me fais très beau avec mon petit nœud papillon et ma cravate ». Quoi. Pourtant, il y en a quand même beaucoup qui recherchent dans les employeurs des gentils petits employés qui vont pas faire de vagues au niveau de l'entreprise, etc. Alors, si ce sont des gens qui ont un certain répondant face à toi, etc., c'est pour certaines fonctions, c'est très bien, mais pour d'autres, ça doit être un peu un red flag. Tout à fait, ça peut être un red flag. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir toutes les infos en amont de l'entreprise pour être sûr du profil. Si on sent que, allez, on va dire, on recrute pour un profil administratif au sein d'une équipe, quelqu'un qui n'aura pas beaucoup de responsabilités et qui va faire de l'encodage, par exemple 8 heures sur PC, avec peu, et qu'on constate en entretien que c'est quelqu'un d'assez volubile, qui aime parler, qui aime les échanges, etc. On saura se dire que directement c'est un no match. Donc à cela, on peut aussi coupler avec ce qu'on appelle un assessment. Donc un assessment, c'est vraiment une matinée ou une journée complète de jeu de rôle où on va mettre le candidat ou la candidate en situation. Donc on va le mettre face à des situations qu'il pourrait rencontrer dans son environnement professionnel. Exemple, vous êtes manager d'équipe, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui n'arrête pas de dire que vous êtes un mauvais manager, qui sabote votre autorité et qui arrive en retard 3 fois par semaine. Vous l'avez convoqué dans votre bureau, entamer la discussion comme vous le feriez en tant que manager. Et donc là, on voit un peu comment la personne, ça nous permet aussi de creuser aussi, d'affiner les réactions et la dimension personnalité et psychologie du candidat recruté. Ouais. Il y a certaines choses comme ça qu'on fait passer en entretien d'embauche comme des qualités. Je suis trop perfectionniste. C'est classique. Ça arrive beaucoup, ça. Comment est-ce que ça se passe finalement dans ta tête à ce moment-là? Est-ce qu'il y a réellement des défauts qui peuvent devenir des qualités dans certains postes? Oui. Alors, je suis trop perfectionniste, c'est affreux. Il y a le red flag qui s'affiche et je me dis, il a dû googler ou elle a dû googler 3 défauts qui passent correctement. Donc, il faut être honnête et transparent. Je reviens là-dessus dans les défauts, dans les qualités. Par exemple, si moi je devais te donner mes défauts, je suis quelqu'un d'impatient. Je suis impatient, j'aime que les choses avancent vite. Donc, ça, c'est vraiment 2 de mes gros défauts. C'est-à-dire que ça va générer de la frustration si ça n'avance pas assez vite. Et là, je peux discuter de ça. Mais c'est vrai que quand il y a des candidats qui me disent trop perfectionniste ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis trop rigoureux. Oui, j'aime que les choses soient bien faites. Mais parfois ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais c'est un peu la question bateau des recruteurs. Citez-moi 3 qualités, 3 défauts. Mais elle est un peu bateau, mais elle amène quand même, la discussion. Et au-delà de l'entretien, c'est pas mal en tant que personne de se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai comme défaut, ou qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime moins faire. Je te prends un exemple de la langue, par exemple. Le niveau de langue, les gens ont tendance à se surévaluer sur CV. Alors, on va de C1 à A1, voilà, à A2. Et donc, ils vont te mettre un niveau B1 en anglais qui est plus ou moins autonome. Mais en fait, quand tu leur poses la question ou quand tu leur demandes de s'auto-évaluer ou de parler en anglais, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ouais. Mais au-delà du fait de maîtriser la langue, il y a aussi la question, est-ce que vous voulez travailler dans un environnement anglophone? Parce que c'est une chose de... Moi, par exemple, j'ai un niveau autonome en anglais, mais si je travaille toute la journée en parlant exclusivement anglais, je suis quand même fatigué et je ne me vois pas travailler non plus dans un environnement exclusivement anglophone. Donc ça fait partie aussi des choses, tu parlais des qualités, des défauts, mais des choses qu'il faut vraiment creuser ou qui amènent la discussion. Et oui, il y a parfois des qualités ou des défauts où on se dit, bah tiens, voilà, j'essaie de me souvenir d'exemples de choses comiques qui me sont arrivées. Il y a dû en avoir, mais là, comme ça, il y a rien qui me vient. Il y a rien qui te vient. Mais ça a dû arriver, en effet, pendant des entretiens. Il y a des entretiens, d'ailleurs, où tu t'es dit, waouh, il a aucune allure, celui-là. Pourquoi est-ce qu'il se présente même à moi, quoi? Il y en a qui arrivent tout vautrés comme ça, avec un sweat à capuche, etc. Ça t'est arrivé, certainement. L'attitude fait beaucoup dans la gestuelle, c'est un tout. Il y a le CV, il y a le look, il y a vraiment l'approche. Mais c'est vrai,
Là, c'est plutôt un profil plutôt junior ou un étudiant. Je me dis, bah oui, effectivement, il a sa capuche, il s'assied sur mon bureau, il est un petit peu vautré. Bah, voilà, il a 18 ans, on a tous été un peu comme ça. Et puis, au final, c'est pas grave, parce que si ça se trouve, c'est sa mère qui l'a déposé, qui lui a dit, écoute Stéphane, tu vas venir te présenter, parce que maintenant tu vas trouver un boulot. Et le brave jeune homme, il a pas envie de trouver un boulot, donc c'est pas grave. Je fais son inscription, ça me prend je vais prendre peut-être 3-4 minutes pour l'inscrire et lui dire au revoir, il va rentrer et puis voilà, il cherchera pas de boulot. Le vrai travail, c'est justement de mettre en avant et valoriser ceux qui veulent vraiment travailler. Mais oui, l'attitude, on regarde, je sais pas si tu as déjà vu la série Lie to Me, qui est une vieille série où il analyse les micro-expressions. C'est un peu ça, voilà. Le recruteur est généralement un très bon joueur de poker, sauf moi, mais ça peut aider en tout cas. Il y a aussi l'extrême inverse, le type trop propre qui essaie de cacher absolument tout ce qui ne va pas, qui n'a pas de défaut, etc. Ça va pas non plus. Il faut vraiment que... D'où la nécessité alors d'aller creuser, d'essayer de lui enlever ce masque et ce masque qu'il a mis pour l'entretien et d'aller l'ennuyer. Oui, ça arrive. Les gens sont très tendus, très stressés. Bon, comme je te disais, j'aime bien de mettre les gens dans un environnement un peu friendly et ils se sentent en confiance de parler. Et alors gratter les sujets où effectivement tu vois bien qu'ils ils essayent de donner la meilleure image, mais plus, tu sais, après, tu peux garder le cap 10-15 minutes, mais si on creuse sur différentes questions, qu'on n'arrête pas de réinsister, pour finir, après 1 heure d'entretien, il y a toujours des choses plus naturelles qui finissent par sortir. Et c'est ça le travail du recruteur, c'est de ne pas voir le CV comme une finalité en soi, mais de voir le candidat derrière. Et même quand le candidat met des barrières qui soient vautrées ou qui soient un petit peu trop propres et trop faux, ou en tout cas d'aller gratter pour bien le connaître. Ouais. On va finir avec une dernière chose que tu aurais à dire, peut-être à des gens qui n'en peuvent plus de chercher un emploi, qui n'arrivent pas à trouver dans le secteur qu'ils souhaitent, peut-être un message d'encouragement, etc. Tu aurais quelque chose à leur dire ? Oui, honnêtement, il y a plein de possibilités. Je dirais que la province et la ville mettent quand même pas mal de choses en place. Le Forum, les ASBL, il y a pas mal de structures qui aident et qui favorisent la mise à l'emploi. Je sais que c'est compliqué, mais... Et j'ajoute à cela aussi les bureaux de recrutement ou les agences intérim qui peuvent avoir ce rôle de conseil et d'aide, et qu'il y a toujours moyen de trouver son bonheur. Et j'aurais tendance à dire, au-delà de ça, pour ceux qui sont en place et qui sont insatisfaits de leur fonction, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu ouvrir vos yeux, le champ des possibles. Je suis certain qu'il y a bien un boulot qui finira par vous plaire. Ouais. Merci Alexandre, ça t'a plu ? Super chouette. Nickel, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle rencontre. Restez connectés avec nous, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcast pour nous soutenir, ça nous aidera bien à avoir des parcours comme Alexandre tout aussi intéressants et même plus peut-être un jour avec, qui sait, la réincarnation de Michael Jackson, qui sait. Je serai là. Hein. On verra. Allez, ciao.